Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans une salle de conférence à Mexico City. La salle était pleine, peut-être 800 personnes, des entrepreneurs, des jeunes professionnels, des hommes d'affaires établis. Et au milieu de ma présentation, un homme s'est levé. Il devait avoir dans les 40 ans, bien habillé, l'air confiant. Il m'a dit, Brian, je travaille dur depuis 20 ans. Je fais tout ce qu'on m'a dit de faire. Et pourtant, je me sens toujours à la même place. Pourquoi? J'ai regardé cet homme dans les yeux et j'ai reconnu quelque chose. Pas de la faiblesse, pas de l'ignorance. J'ai reconnu quelqu'un qui avait joué selon des règles qu'il n'avait pas choisies, dans un jeu dont il ne comprenait pas entièrement les mécanismes. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Pas seulement de l'argent, pas seulement des habitudes ou de la productivité. Même si nous allons couvrir tout ça, je veux vous parler de quelque chose de plus profond, de quelque chose que j'ai observé pendant des décennies en travaillant avec des millions de personnes sur tous les continents. Il existe des forces économiques, politiques, culturelles, qui façonnent silencieusement les possibilités de certaines populations. Et si vous ne les comprenez pas, vous risquez de travailler dur toute votre vie en vous demandant pourquoi les résultats ne correspondent pas à l'effort fourni. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la victimisation. C'est de l'analyse. Et l'analyse honnête est le premier outil de l'homme libre. Alors installez-vous confortablement. Cette conversation va prendre du temps, parce que ce que je vais vous partager mérite qu'on lui accorde du temps. Nous allons parler de mentalité, d'argent, d'histoire, de stratégie personnelle. Et à la fin de cette heure, mon objectif est que vous repartiez avec une clarté que vous n'aviez pas quand vous avez appuyé sur lecture. Commençons par une observation que j'ai faite très tôt dans ma carrière. Quand j'ai commencé à étudier les comportements économiques dans différentes régions du monde, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certaines régions du monde avaient des ressources naturelles extraordinaires, du pétrole, des minéraux, des terres fertiles, des populations jeunes et ambitieuses, et pourtant, ces régions restaient structurellement pauvres. Pas pauvres par manque de travail, pas pauvres par manque d'intelligence, mais pauvres d'une façon qui semblait organisée. L'Amérique latine m'a particulièrement fasciné à cet égard. Pendant des décennies, j'ai voyagé dans cette région. J'ai parlé à des milliers d'entrepreneurs, de leaders, de professionnels, et j'ai commencé à assembler un tableau qui n'est pas enseigné dans les écoles. Un tableau qui explique pourquoi certains pays, malgré tout leur potentiel, semblent prisonniers d'un cycle économique dont ils ne peuvent pas sortir. Et ce tableau commence avec une question simple: à qui profite la situation actuelle? C'est toujours la première question que pose un analyste sérieux, pas qui est responsable. Cette question mène à la colère, pas à la compréhension. Mais à qui profite la situation? Cette question mène à la clarté. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte historique, parce que l'histoire est le fondement de tout ce que nous allons discuter. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés dans une position unique dans l'histoire humaine. Ils étaient la seule grande puissance industrielle dont le territoire n'avait pas été bombardé. Leur économie était intacte, leur capacité de production était au sommet. Et face à eux se trouvait l'Union soviétique, avec une idéologie radicalement différente et une ambition de répandre cette idéologie dans le monde entier. Dans ce contexte, l'Amérique latine n'était pas simplement une région voisine. C'était ce que les stratèges américains appelaient l'arrière-cour. Et dans la logique géopolitique de l'époque, on ne laisse pas des étrangers s'installer dans son arrière-cour. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la politique américaine en Amérique latine n'a jamais été vraiment une politique étrangère. C'était une politique domestique étendue. Une politique de contrôle des ressources, de stabilisation des marchés et, soyons honnêtes, de protection des intérêts économiques américains. Maintenant, je veux être très précis ici, parce que je ne veux pas tomber dans la simplification. Les États-Unis n'ont pas inventé la pauvreté en Amérique latine. Les inégalités existaient bien avant l'influence américaine. Les structures coloniales, les espagnoles et portugaises avaient déjà créé des sociétés profondément stratifiées. Mais ce que la politique américaine a fait, dans de nombreux cas, c'est consolider et parfois approfondir ces inégalités, souvent délibérément. Voici comment ça fonctionnait concrètement. Dans les années 1950 et 1960, une doctrine économique a commencé à prendre forme dans les cercles académiques américains. Cette doctrine, qu'on appellera plus tard le consensus de Washington, reposait sur quelques principes fondamentaux: libéralisation des marchés, privatisation des entreprises publiques,
réduction des dépenses gouvernementales et ouverture aux investissements étrangers. Ces principes sonnent bien en théorie. Et dans certains contextes, certains d'entre eux ont produit des résultats positifs. Mais leur application en Amérique latine a souvent eu des effets très différents de ceux qui étaient annoncés. Prenons un exemple concret. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs pays latino-américains ont contracté d'énormes dettes auprès d'institutions financières internationales, principalement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, deux institutions dont les États-Unis sont les principaux actionnaires. Ces prêts venaient avec des conditions. Ces conditions s'appelaient programmes d'ajustement structurel. En pratique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour recevoir l'argent, les gouvernements devaient couper les dépenses sociales, éducation, santé, infrastructures. Ils devaient privatiser les entreprises publiques, souvent vendues à des investisseurs étrangers, à des prix très en dessous de leur valeur réelle. Ils devaient ouvrir leur marché à la concurrence internationale, ce qui détruisait souvent les industries locales qui ne pouvaient pas rivaliser avec les géants américains ou européens subventionnés. Le résultat? Dans de nombreux pays, les années 1980 sont appelées la décennie perdue. La pauvreté a augmenté, les inégalités se sont creusées, et la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis et des institutions financières qu'ils contrôlent s'est renforcée. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je ne suis pas en train de vous faire un cours d'histoire pour vous déprimer. Je vous raconte ça. Parce que comprendre le système dans lequel vous évoluez est la première étape pour vous en libérer. J'ai appris ça très tôt dans ma vie. Quand j'étais jeune, je n'avais rien. Pas de diplôme, pas de réseau, pas d'argent. Je travaillais dans des emplois manuels, je dormais dans ma voiture pendant un temps. Et la chose qui a tout changé pour moi, ce n'est pas une opportunité tombée du ciel. C'est le moment où j'ai commencé à comprendre les règles du jeu. Pas pour les accepter aveuglément, pas pour les rejeter avec colère, mais pour les comprendre suffisamment bien pour naviguer à travers elles. Et, quand c'est possible, les transcender. C'est exactement ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Revenons à l'Amérique latine, parce que l'histoire continue, et elle devient encore plus intéressante et plus instructive. Dans les années 1960, quelque chose d'important s'est produit. Des gouvernements élus démocratiquement en Amérique latine ont commencé à adopter des politiques qui n'étaient pas favorables aux intérêts économiques américains. Ils nationalisaient des ressources naturelles. Ils imposaient des taxes sur les profits des multinationales. Ils investissaient dans des programmes sociaux financés par ces revenus. La réponse américaine a été, dans de nombreux cas, remarquablement directe. Au Guatemala, en 1954, un gouvernement élu, Jacobo Arbenz, avait lancé une réforme agraire qui touchait aux terres de la United Fruit Company, une entreprise américaine. La CIA a organisé un coup d'État. Arbenz a été renversé. La réforme a été annulée. Au Chili, en 1973, Salvador Allende, élu démocratiquement, nationalisait les mines de cuivre, dont beaucoup appartenaient à des entreprises américaines. Avec le soutien de la CIA et de l'administration Nixon, un coup d'État militaire a installé Augusto Pinochet au pouvoir. Ce qui a suivi est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire latino-américaine, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, en Bolivie. Des variations de ce schéma se sont répétées. Maintenant, je veux vous poser une question que j'ai posée à cet homme à Mexico City. Que faites-vous avec cette information? Parce que c'est là que tout se joue. Il y a deux façons de réagir à cette réalité. La première, c'est la réaction émotionnelle. La colère, le ressentiment, le sentiment d'impuissance. Voyez, le jeu est truqué. À quoi ça sert d'essayer? Cette réaction est humaine. Elle est compréhensible, mais elle est paralysante. La deuxième réaction, c'est ce que j'appelle la réaction stratégique. D'accord. Je comprends maintenant le terrain sur lequel je joue. Comment est-ce que je me positionne pour réussir malgré ces contraintes? Quelles sont les opportunités que ces structures créent? Comment est-ce que je construis quelque chose qui dure? Cette deuxième réaction est celle des gens qui réussissent réellement. Et voici quelque chose que j'ai observé, et qui est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui. Les structures économiques défavorables ne déterminent pas votre destin individuel. Elles influencent les probabilités statistiques, mais elles ne déterminent pas votre trajectoire personnelle. Comment je sais ça? Parce que dans chaque pays d'Amérique latine que j'ai visité, dans chaque pays qui a traversé ces épreuves économiques, j'ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires
qui avaient construit des entreprises prospères, des patrimoines solides, des vies riches de sens. Ils vivaient dans le même système que leurs voisins. Ils avaient accès aux mêmes informations, aux mêmes ressources de base, mais ils avaient quelque chose de différent. Ils avaient une mentalité différente, et c'est là que notre conversation prend un tournant crucial. La mentalité, et j'ai passé 40 ans à étudier ce sujet, n'est pas un concept vague et mystique. C'est un ensemble très concret de croyances, d'habitudes de pensée et de cadres d'analyse qui déterminent comment vous percevez les opportunités, comment vous réagissez aux obstacles et comment vous prenez des décisions. Permettez-moi de vous parler d'un phénomène que j'appelle la mentalité de la colonie. Quand une population a vécu pendant des générations sous une structure de dépendance économique, que ce soit le colonialisme espagnol, le néocolonialisme économique américain ou n'importe quelle autre forme de domination, cette population développe souvent des patterns de pensée qui reflètent cette expérience. Ces patterns incluent une méfiance profonde envers les institutions, une tendance à voir la richesse comme quelque chose qui appartient à eux et pas à nous, une résistance à la planification à long terme, parce que l'expérience historique a montré que les plans à long terme peuvent être détruits du jour au lendemain, et une tendance à valoriser la sécurité immédiate plutôt que la croissance à long terme. Ces patterns ne sont pas irrationnels. Dans le contexte historique qui les a créés, ils étaient souvent des stratégies de survie parfaitement logiques. Mais dans le contexte actuel, dans le monde d'aujourd'hui, ils peuvent devenir des obstacles majeurs à la réussite individuelle. Voici une analogie que j'utilise souvent. Il y a un phénomène bien documenté en biologie qu'on appelle l'impuissance apprise. Des chercheurs ont fait des expériences avec des animaux. Je sais que ça semble brutal, mais les résultats sont profondément instructifs. Ils plaçaient des chiens dans des situations où, quoi qu'ils fassent, ils ne pouvaient pas éviter un stimulus désagréable. Après un certain temps, même quand la possibilité d'échapper à la situation était offerte, les chiens ne bougeaient pas. Ils avaient appris, de leur expérience répétée, que leurs actions n'avaient pas d'impact sur leur environnement. L'impuissance apprise, chez les humains, fonctionne de façon similaire. Des générations d'expériences économiques défavorables, où le travail dur n'était pas récompensé, où les économies pouvaient être effacées par une crise, où les opportunités semblaient réservées à quelques-uns, peuvent créer une conviction profonde, souvent inconsciente, que peu importe ce que je fais, ça ne changera pas vraiment. Et cette conviction, une fois installée, devient une prophétie autoréalisatrice. Maintenant, voici la bonne nouvelle, et il y a vraiment une bonne nouvelle. L'impuissance apprise peut être désapprise. Les patterns de pensée peuvent être modifiés. La mentalité peut être transformée. J'en suis la preuve vivante, et j'ai vu des milliers de personnes opérer cette transformation dans leur propre vie. Mais pour désapprendre quelque chose, il faut d'abord le reconnaître. Il faut avoir le courage de regarder en face les croyances qui nous limitent, même quand ces croyances semblent parfaitement justifiées par l'histoire. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions, pas rhétoriques, des questions que je veux vraiment que vous considériez sérieusement. Est-ce que vous croyez, quelque part au fond de vous, que la richesse est réservée à certaines personnes et pas à vous? Est-ce que vous avez tendance à reporter les décisions financières importantes parce que les choses vont probablement mal tourner de toute façon? Est-ce que vous trouvez plus facile de critiquer les riches que d'étudier comment ils ont construit leur richesse? Est-ce que vous attendez que les conditions extérieures changent avant de commencer à agir? Si vous avez répondu oui à l'une ou plusieurs de ces questions, ne vous jugez pas. Ces tendances sont profondément humaines et elles sont renforcées par des structures sociales et économiques réelles. Mais reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, des obstacles que vous pouvez choisir de surmonter. Maintenant, parlons de ce que ça signifie concrètement de surmonter ces obstacles. Parce que je ne veux pas rester dans l'abstraction. Je veux vous donner des outils pratiques. Le premier principe, et c'est fondamental, c'est ce que j'appelle la responsabilité totale. La responsabilité totale ne signifie pas que vous êtes responsabilité totale. Ne signifie pas que vous êtes responsabilité totale. Elle ne signifie pas que les structures économiques injustes n'existent pas ou qu'elles n'ont pas d'impact réel. Elle signifie que vous choisissez de vous comporter comme si vous étiez entièrement responsable de vos résultats. Parce que c'est la seule posture qui vous donne du pouvoir. Voici la distinction cruciale. Vous ne pouvez pas contrôler le système économique mondial. Vous ne pouvez pas contrôler les politiques des gouvernements étrangers. Vous ne pouvez pas contrôler les cycles économiques. Mais vous pouvez contrôler comment vous répondez à tout ça. Vous pouvez contrôler vos habitudes, vos décisions, vos apprentissages,
votre réseau, votre façon de penser. Et c'est là que se trouve votre pouvoir réel. J'ai travaillé avec un entrepreneur au Mexique, je l'appellerai Carlos, même si ce n'est pas son vrai nom. Carlos avait grandi dans une famille pauvre dans une région rurale. Son père était ouvrier agricole. Sa mère faisait des ménages. Quand Carlos avait 15 ans, il travaillait déjà pour contribuer aux revenus familiaux. À 20 ans, Carlos avait toutes les raisons du monde d'adopter la mentalité de la victime. Son pays avait traversé des crises économiques dévastatrices. Sa famille n'avait aucun capital à lui transmettre. Les opportunités éducatives qu'il avait eues étaient limitées. Mais Carlos avait fait une chose remarquable. Il avait décidé, consciemment, délibérément, d'étudier les gens qui réussissaient autour de lui. Pas pour les envier, pour les comprendre. Il observait comment ils pensaient, comment ils parlaient de l'argent, comment ils prenaient des décisions. Et il avait remarqué quelque chose. Les gens qui réussissaient dans son environnement n'étaient pas nécessairement plus intelligents que les autres. Ils n'avaient pas nécessairement plus de chance, mais ils avaient une relation différente avec le temps. Les gens ordinaires autour de lui pensaient en termes de semaines et de mois. Les gens qui réussissaient pensaient en termes d'années et de décennies. Les premiers dépensaient ce qu'ils gagnaient. Les seconds investissaient systématiquement une partie de ce qu'ils gagnaient, même quand c'était difficile, même quand c'était inconfortable. Carlos a adopté ce principe. À 25 ans, avec un salaire modeste, il économisait 10% de chaque paye, sans exception. À 30 ans, il avait suffisamment de capital pour ouvrir un petit commerce. À 40 ans, il dirigeait une entreprise de distribution régionale qui employait 50 personnes. Ce n'est pas une histoire magique. Carlos a travaillé incroyablement dur. Il a fait des erreurs. Il a traversé des moments difficiles. Mais la différence fondamentale entre sa trajectoire et celle de ses pairs qui avaient commencé dans des circonstances similaires, c'était cette décision précoce de penser à long terme dans un environnement qui encourageait la pensée à court terme. Et c'est là où le contexte géopolitique, ce que je vous ai décrit plus tôt, devient directement pertinent pour votre vie personnelle. Les structures économiques qui ont été imposées à l'Amérique latine, les politiques d'ajustement structurel, les dettes qui ont obligé les gouvernements à couper les dépenses sociales, l'instabilité monétaire chronique, ont créé un environnement qui récompense la pensée à court terme et punit la planification à long terme. Quand votre monnaie peut perdre 50% de sa valeur en quelques mois, comme ça s'est produit dans de nombreux pays latino-américains, il est rationnel de dépenser aujourd'hui plutôt que d'épargner pour demain. Quand les gouvernements peuvent changer radicalement les règles économiques du jour au lendemain, comme ça s'est produit avec les nationalisations ou les privatisations forcées, il est rationnel de ne pas faire de plan à long terme. Ces comportements ne sont pas stupides, ils sont des adaptations rationnelles à un environnement instable. Mais voici le problème. Ces adaptations, transmises de génération en génération, deviennent des habitudes culturelles qui persistent même quand l'environnement change. Et aujourd'hui, dans de nombreuses parties de l'Amérique latine, l'environnement a suffisamment changé pour que la pensée à long terme soit non seulement possible, mais nécessaire pour construire une vraie prospérité. Le défi, c'est de reprogrammer des habitudes de pensée qui ont été façonnées par des décennies, parfois des siècles, d'expériences contraires. Comment fait-on ça? Je vais vous donner un cadre en 5 étapes que j'ai développé au fil des années et que j'ai vu transformer des vies dans des dizaines de pays. La première étape, c'est ce que j'appelle l'audit de croyances. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un document sur votre téléphone, peu importe, et écrivez toutes vos croyances sur l'argent. Pas ce que vous pensez qu'on devrait croire, ce que vous croyez réellement au fond de vous. Est-ce que l'argent est quelque chose de sale? Est-ce que les riches sont fondamentalement malhonnêtes? Est-ce que vous méritez d'être riche? Est-ce que la richesse est accessible à quelqu'un comme vous? Soyez brutalement honnête, personne ne va lire cette liste sauf vous. Maintenant, pour chaque croyance négative que vous identifiez, posez-vous cette question. D'où vient cette croyance? Est-ce que j'ai des preuves concrètes qu'elle est vraie? Ou est-ce que je l'ai simplement absorbée de mon environnement? Vous serez souvent surpris de découvrir que vos croyances les plus limitantes ne sont pas basées sur votre expérience personnelle. Elles sont basées sur des histoires que vous avez entendues, sur des modèles que vous avez observés, sur des messages culturels que vous avez reçus depuis l'enfance. Et si une croyance n'est pas basée sur votre propre expérience, vous avez le droit de la remettre en question. Vous avez le droit de la remplacer par une croyance qui vous sert mieux. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'éducation financière fondamentale. Et ici, je dois être direct avec vous. Le système éducatif,
dans presque tous les pays du monde, mais particulièrement en Amérique latine, ne vous enseignent pas comment l'argent fonctionne. Ils vous enseignent à être un bon employé. Ils vous enseignent à exécuter des tâches. Mais ils ne vous enseignent pas comment construire un patrimoine, comment lire un bilan financier, comment comprendre les cycles économiques, comment investir intelligemment. Cette lacune n'est pas accidentelle. Des populations financièrement illettrées sont plus faciles à gérer économiquement. Elles contractent des crédits à des taux exorbitants sans comprendre le coût réel. Elles ne comprennent pas les mécanismes de l'inflation et comment se protéger contre elle. Elles ne savent pas comment les grandes fortunes sont construites et maintenues. Alors votre premier investissement doit être dans votre propre éducation financière, pas dans des formations coûteuses nécessairement. Beaucoup des meilleures ressources sont gratuites ou très accessibles, mais dans une étude sérieuse et systématique de comment l'argent fonctionne réellement. Commencez par comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Votre voiture, dans la plupart des cas, est un passif. Votre maison, dans la plupart des cas, est un passif. Même si notre culture nous dit que c'est un investissement. Un immeuble locatif, qui génère des revenus nets positifs, est un actif. La différence entre les gens qui construisent de la richesse et ceux qui restent dans la même situation toute leur vie, c'est souvent aussi simple que ça. Les premiers passent leur vie à accumuler des actifs. Les seconds passent leur vie à accumuler des passifs en pensant que ce sont des actifs. La troisième étape, c'est la construction de ce que j'appelle votre infrastructure de richesse. Votre infrastructure de richesse, c'est l'ensemble des systèmes et des habitudes qui font que votre argent travaille pour vous. Plutôt que vous travaillez pour votre argent, ça commence par une chose très simple. Payez-vous en premier. Avant de payer votre loyer, avant de payer vos factures, avant de faire quoi que ce soit d'autre avec votre revenu, mettez de côté un pourcentage fixe. Je recommande minimum 10%, dans un compte d'épargne ou d'investissement que vous ne touchez pas. Je sais ce que vous pensez. Brian, je n'ai pas assez d'argent pour économiser. J'entends ça partout dans le monde. Et ma réponse est toujours la même. Si vous attendez d'avoir assez d'argent pour commencer à économiser, vous n'économiserez jamais. Parce que vos dépenses augmentent toujours pour correspondre à vos revenus. À moins que vous ne créiez délibérément un mécanisme qui empêche ça. Commencez avec 5% si 10 vous semble impossible, puis augmentez progressivement. L'important, c'est de créer l'habitude et le système. Le montant vient ensuite. La quatrième étape, c'est ce que j'appelle la diversification stratégique. Et ici, le contexte géopolitique que je vous ai décrit devient directement actionnable. Si vous vivez dans un pays dont la monnaie est historiquement instable, si vous vivez dans un pays dont l'économie est fortement dépendante d'une seule ressource naturelle ou d'un seul partenaire commercial, si vous vivez dans un pays dont le système politique peut changer radicalement et rapidement, et c'est le cas de beaucoup de pays en Amérique latine, alors votre stratégie de construction de richesse doit intégrer une diversification géographique. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre pays. Ça veut dire que vous devez construire une partie de votre patrimoine dans des actifs qui ne sont pas entièrement dépendants de l'économie d'un seul pays. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des investissements dans des actifs libellés en devises fortes, dollars, euros, francs suisses. Ça peut être des investissements dans des marchés financiers internationaux. Ça peut être le développement de compétences et d'un réseau professionnel qui ont de la valeur au-delà des frontières de votre pays. Les familles riches en Amérique latine savent ça depuis des générations. C'est pourquoi elles ont des comptes bancaires aux États-Unis, en Suisse, à Miami. Ce n'est pas de la trahison envers leur pays, c'est de la prudence financière dans un contexte d'instabilité historique. La bonne nouvelle, c'est que cette stratégie, qui était autrefois réservée aux très riches, est de plus en plus accessible à la classe moyenne grâce aux technologies financières modernes. Vous pouvez aujourd'hui, depuis votre téléphone, investir dans des fonds indiciels américains ou européens. Vous pouvez ouvrir des comptes dans des monnaies stables. Vous pouvez construire un patrimoine diversifié géographiquement avec des montants relativement modestes. La cinquième étape, c'est ce que j'appelle la construction de valeurs irréemplaçables. Voici une réalité économique fondamentale que les structures de dépendance essaient de masquer. Dans une économie mondiale, la mobilité du capital est beaucoup plus grande que la mobilité du travail. L'argent peut traverser les frontières en quelques secondes. Les personnes, beaucoup moins facilement. Ça signifie que si vous êtes dans une économie dont les salaires sont maintenus bas par des politiques commerciales défavorables,
Vous êtes désavantagé si votre seule ressource est votre temps et votre travail physique. La façon de sortir de ce piège, c'est de développer ce que j'appelle des compétences à haute valeur ajoutée. Des compétences qui sont rares, difficiles à remplacer et qui ont de la valeur dans un marché global. Ces compétences peuvent être techniques, programmation, ingénierie, médecine. Elles peuvent être relationnelles, capacité à construire des ponts entre cultures, à négocier dans des contextes complexes, à diriger des équipes diverses. Elles peuvent être créatives, design, communication, création de contenu. L'important, c'est de ne pas rester dans la zone de compétences génériques où vous êtes facilement remplaçable et où votre pouvoir de négociation est minimal. Investissez dans votre développement professionnel avec la même rigueur que vous investissez dans vos actifs financiers. Maintenant, je veux revenir à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, parce que je pense que c'est crucial et que je ne veux pas le traiter superficiellement. J'ai parlé des interventions américaines en Amérique latine, les coups d'État, les programmes d'ajustement structurel, les politiques commerciales défavorables. Et j'ai dit que comprendre ça était important pour comprendre le terrain sur lequel vous évoluez. Mais je veux aller plus loin, parce que l'histoire est plus complexe que les États-Unis sont les méchants et l'Amérique latine est la victime innocente. Voici quelque chose que j'ai observé dans mon travail avec des leaders et des entrepreneurs à travers le monde. Les pays et les individus qui réussissent à long terme sont ceux qui refusent de se définir uniquement par ce qui leur a été fait. Ils reconnaissent les injustices, ils comprennent les structures qui les ont défavorisés, mais ils ne s'y arrêtent pas. Ils posent la question suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La Corée du Sud a été dévastée par la guerre en 1953. Elle était l'un des pays les plus pauvres du monde. 70 ans plus tard, c'est une des économies les plus dynamiques de la planète. Comment? Pas en attendant que les autres pays reconnaissent leurs torts, en investissant massivement dans l'éducation, en développant une culture de l'excellence, en créant des entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Singapour, au moment de son indépendance en 1965, était un petit territoire sans ressources naturelles, entouré de voisins hostiles. Lee Kuan Yew, son premier ministre, aurait pu construire une politique sur le ressentiment et la victimisation. Au lieu de ça, il a construit une politique sur la compétence, la discipline et la vision à long terme. Aujourd'hui, Singapour a l'un des revenus par habitant les plus élevés du monde. Ces exemples ne sont pas là pour dire que la situation de l'Amérique latine est identique ou que les solutions sont simples. Chaque contexte est unique, mais ils illustrent un principe universel. Les ressources les plus importantes pour le développement d'un pays ou d'un individu ne sont pas les ressources naturelles, ni les conditions extérieures favorables, ni même l'aide étrangère. Ce sont les ressources humaines, la qualité de la pensée, la force du caractère, la clarté de la vision et la discipline dans l'exécution. Et ces ressources-là, personne ne peut vous les enlever. Aucune politique étrangère, aucune manipulation structurelle, aucune manipulation de marché ne peut vous prendre votre capacité à penser clairement, à apprendre continuellement, à agir avec intégrité et à persévérer face aux obstacles. C'est votre avantage fondamental. Et c'est sur ça que vous devez construire. Permettez-moi de vous parler d'un autre aspect de cette histoire qui est rarement discuté, le rôle des élites locales. Quand on parle de l'influence américaine en Amérique latine, on a tendance à présenter les choses comme si c'était une force extérieure imposant sa volonté à des populations passives. Mais la réalité est plus complexe et, je dirais, plus instructive. Dans chaque pays où les États-Unis ont exercé leur influence, que ce soit par des coups d'État, des politiques économiques ou des pressions diplomatiques, ils ont trouvé des alliés locaux, des élites économiques et politiques locales qui avaient intérêt à maintenir les structures existantes, parce que ces structures les avantageaient. Les grandes familles qui possédaient les terres en Amérique centrale n'avaient pas envie de voir des réformes agraires. Les industriels qui bénéficiaient de protections monopolistiques n'avaient pas envie de voir une vraie concurrence. Les militaires qui bénéficiaient de l'aide américaine n'avaient pas envie de voir des gouvernements civils forts. Ce n'est pas une histoire de nous contre eux, les latino-américains contre les Américains. C'est une histoire beaucoup plus universelle. Des élites qui utilisent les structures de pouvoir disponibles pour protéger leurs intérêts au détriment du bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans chaque société, à chaque époque. La question pertinente n'est pas est-ce que des élites cherchent à protéger leurs intérêts? La réponse est presque toujours oui. La question pertinente est comment est-ce que je me positionne pour réussir dans ce contexte?
Et la réponse à cette question a plusieurs dimensions. Premièrement, comprenez les règles réelles du jeu, pas les règles officielles. Les règles officielles sont celles qui sont écrites dans les lois, les manuels et les discours politiques. Les règles réelles sont celles qui déterminent comment les décisions sont vraiment prises, comment les opportunités sont vraiment distribuées, comment les réseaux fonctionnent vraiment. Je ne vous dis pas de violer les règles officielles, l'intégrité est non négociable pour une réussite durable. Je vous dis de comprendre la différence entre les deux, parce que beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils ont violé les règles, mais parce qu'ils jouaient selon les règles différentes. Deuxièmement, construisez votre réseau délibérément et stratégiquement. Dans beaucoup de sociétés en Amérique latine, les connexions personnelles, ce qu'on appelle parfois la palanca, jouent un rôle crucial dans l'accès aux opportunités. Ce n'est pas unique à l'Amérique latine. Dans toutes les sociétés, les réseaux jouent un rôle énorme. La différence, c'est le degré et la transparence. Si vous comprenez ça, vous pouvez construire votre réseau de façon stratégique, pas de façon manipulatrice. Les relations basées sur la manipulatrice, les relations basées sur la manipulation ne durent pas et finissent par vous coûter, plus qu'elles ne vous rapportent. Mais de façon intentionnelle, identifiez les personnes qui ont accès aux opportunités que vous cherchez. Créez de la valeur pour ces personnes, construisez des relations authentiques, basées sur la réciprocité. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, développez votre indépendance économique le plus rapidement possible. Parce que la dépendance économique, envers un seul employeur, envers un seul marché, envers un seul secteur d'activité, vous rend vulnérable aux changements que vous ne contrôlez pas. L'indépendance économique ne signifie pas nécessairement être riche. Elle signifie avoir suffisamment d'actifs générateurs de revenus pour que vos dépenses essentielles soient couvertes sans que vous soyez obligé de vendre votre temps. C'est un état que j'appelle la liberté financière. Et c'est un objectif que n'importe qui peut atteindre avec suffisamment de temps, de discipline et de stratégie. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique. Comment construire cette liberté financière dans le contexte spécifique de l'Amérique latine? J'ai identifié 4 leviers principaux que les gens qui réussissent à construire de la richesse en Amérique latine utilisent systématiquement. Le premier levier, c'est l'immobilier. Dans presque tous les pays d'Amérique latine, l'immobilier reste l'une des classes d'actifs les plus accessibles et les plus prévisibles pour les investisseurs individuels. Les raisons sont multiples. La demande de logement est structurellement forte dans des pays à forte croissance démographique. Les marchés immobiliers locaux sont souvent moins affectés par les turbulences financières internationales que les marchés boursiers. Et l'immobilier offre une protection naturelle contre l'inflation. Mais, et c'est crucial, l'immobilier n'est un bon investissement que si vous l'achetez au bon prix, dans le bon emplacement, avec le bon financement. Un appartement acheté à un prix trop élevé avec un crédit à taux élevé peut devenir un boulet financier. Faites vos calculs soigneusement avant d'investir. Le deuxième levier, c'est l'entrepreneuriat. Et je veux être précis ici, parce que l'entrepreneuriat est souvent romantisé, d'une façon qui ne rend pas service aux gens qui veulent vraiment réussir. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, et il n'est pas une solution universelle. Créer une entreprise comporte des risques réels, demande des compétences spécifiques, et peut-être une expérience très difficile. La majorité des entreprises créées échouent dans les 5 premières années. Mais pour les personnes qui ont les bonnes dispositions, tolérance au risque, capacité à apprendre de l'échec, compétences en vente et en gestion, vision à long terme. L'entrepreneuriat offre des possibilités de création de richesse que le salariat ne peut tout simplement pas offrir. Et dans le contexte latino-américain, il y a des opportunités entrepreneuriales spécifiques qui sont particulièrement attractives. Les secteurs qui bénéficient de la croissance de la classe moyenne, alimentation de qualité, santé, éducation, services aux entreprises. Les secteurs qui tirent parti de la transition numérique, commerce, services digitaux, fintech. Les secteurs qui répondent aux besoins créés par les lacunes des services publics, sécurité privée, éducation privée, santé privée. Le troisième levier, c'est l'investissement dans les marchés financiers. Et ici, je veux démystifier quelque chose. Beaucoup de gens en Amérique latine ont une méfiance profonde envers les marchés financiers. Cette méfiance est compréhensible. Les crises financières des années 1990 et 2000 ont détruit des économies entières et des patrimoines familiaux. La crise argentine de 2001, la crise mexicaine de 1994, les hyperinflations brésiliennes des années 1980, ces événements ont gravé dans la mémoire collective
l'idée que les marchés financiers sont des casinos truqués. Mais il y a une distinction importante à faire entre investir dans les marchés financiers locaux d'un pays en développement et investir dans des marchés financiers mondiaux diversifiés. Un fonds indiciel qui réplique l'indice S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, a généré un rendement moyen d'environ 10% par an sur les 50 dernières années. Ça inclut les crises de 1987, 2000, 2008 et 2020. Si vous aviez investi 10 000 $ dans un tel fonds, il y a 30 ans, et ne l'aviez jamais touché, vous auriez aujourd'hui plus de 160 000 $. Ce type d'investissement est aujourd'hui accessible à presque n'importe qui, avec un accès à Internet et quelques centaines de dollars. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'investissement à long terme dans la croissance économique mondiale. Le quatrième levier, c'est l'investissement en capital humain, c'est-à-dire en vous-même. C'est le levier que les gens sous-estiment le plus systématiquement, et c'est pourtant souvent celui qui a le plus grand impact à court terme. Voici un fait que j'ai observé dans ma propre vie et dans celle de milliers de personnes que j'ai coachées. Chaque fois que vous développez une nouvelle compétence à haute valeur ajoutée, vous créez la possibilité d'augmenter significativement vos revenus. Et une augmentation de vos revenus, si elle est gérée intelligemment, se traduit directement en accélération de votre construction de patrimoine. Un professionnel qui apprend l'anglais dans un pays hispanophone peut potentiellement doubler ses options d'emploi et son pouvoir de négociation salariale. Un entrepreneur qui maîtrise le marketing digital peut multiplier ses ventes sans augmenter proportionnellement ses coûts. Un manager qui développe de vraies compétences de leadership peut accéder à des postes de responsabilité avec des rémunérations très différentes. L'investissement en capital humain a un rendement potentiel illimité. Et contrairement aux autres actifs, il ne peut pas vous être volé. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est peut-être la partie la plus difficile de cette conversation. Parce que jusqu'ici, j'ai essentiellement parlé de ce que vous pouvez faire individuellement pour améliorer votre situation. Mais il y a une dimension collective à tout ça que je ne veux pas ignorer. Les structures économiques que j'ai décrites, la dépendance, les inégalités, les politiques qui favorisent les intérêts étrangers au détriment du développement local, ces structures ont des effets réels sur des millions de personnes. Et même si chaque individu peut améliorer significativement sa situation personnelle, les solutions individuelles ne suffisent pas à transformer des sociétés entières. Alors que peut-on faire au niveau collectif? La première chose, c'est l'éducation civique et économique. Des populations qui comprennent comment l'économie fonctionne, qui comprennent les mécanismes du pouvoir politique et économique, sont des populations qui peuvent prendre de meilleures décisions collectives. Elles sont moins susceptibles d'être manipulées par des démagogues qui offrent des solutions simples à des problèmes complexes. Elles sont mieux équipées pour évaluer les politiques publiques et les tenir responsables de leurs résultats. La deuxième chose, c'est la construction d'institutions fortes. Et ici, je veux être très précis sur ce que j'entends par forte. Je ne parle pas d'institutions grandes ou puissantes. Je parle d'institutions transparentes, responsables et dont les règles s'appliquent équitablement à tous, riches et pauvres, puissants et ordinaires. La corruption, qui est un problème majeur dans de nombreux pays d'Amérique latine, n'est pas une caractéristique culturelle inhérente. C'est une conséquence de systèmes où les incitations à la corruption sont fortes et les mécanismes de contrôle sont faibles. Changer, ça demande un effort collectif soutenu sur des décennies. La troisième chose, c'est la construction d'une culture entrepreneuriale et d'innovation. Les pays qui réussissent à développer des économies dynamiques sont ceux qui valorisent et récompensent l'initiative, la prise de risques calculée et l'innovation. Cette culture peut être construite, elle n'est pas donnée par la géographie ou l'histoire. Mais, et c'est le point crucial, ces changements collectifs ne se produisent pas par magie. Ils se produisent parce que des individus, comme vous, peut-être décident de contribuer à les créer, soit directement, en s'engageant dans la vie publique, en créant des entreprises qui emploient et forment des gens, en mentoring des jeunes, soit indirectement, en devenant vous-même un exemple de ce qu'il est possible de réaliser. J'ai souvent dit que le meilleur service qu'une personne peut rendre à sa communauté, c'est de réussir. Pas de réussir aux dépens des autres. Ça, c'est de la prédation, pas du succès. Mais de réussir en créant de la valeur, en générant des emplois, en développant des solutions à des problèmes réels. Ce type de succès est contagieux. Il change les croyances de ceux qui vous entourent sur ce qui est possible. Maintenant,
je veux vous parler d'une des choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie sur l'argent et la richesse. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, même des gens très intelligents, ne comprennent pas vraiment. La richesse n'est pas un état. C'est un flux. Permettez-moi d'expliquer ça. Quand on pense à la richesse, on pense généralement à une accumulation. Un grand compte en banque, une belle maison, des investissements. Et c'est vrai que ces choses sont souvent le signe visible de la richesse. Mais elles ne sont pas la richesse elle-même. La richesse réelle, c'est la capacité à générer de la valeur de façon continue et croissante. C'est un flux, pas un stock. Et ce qui distingue les personnes qui maintiennent et développent leur richesse de celles qui la perdent, c'est leur capacité à maintenir et améliorer les systèmes qui génèrent ce flux. Voici une illustration concrète. Prenez 2 personnes qui gagnent chacune à la loterie 1 million de dollars. Dans les 5 ans qui suivent, les statistiques montrent que la grande majorité des gagnants à la loterie ont dépensé tous leurs gains et sont souvent dans une situation financière pire qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu un stock de richesses sans les systèmes, les habitudes, les connaissances, les structures qui génèrent et maintiennent un flux de richesse. À l'inverse, prenez quelqu'un comme Warren Buffett. Si vous lui enleviez tout son argent demain, dans 10 ans, il serait probablement à nouveau très riche. Parce que ce qui fait sa richesse, ce n'est pas les milliards qu'il possède. C'est sa façon de penser, ses systèmes d'analyse, ses habitudes de décision, son flux de richesse. Et voici la bonne nouvelle. Ces systèmes, cette façon de penser, ces habitudes, ça s'apprend, ça se construit. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, avec de la discipline et de la persévérance. Ce qui m'amène à parler de quelque chose que j'ai observé dans le contexte spécifique de l'Amérique latine et qui est profondément lié à tout ce dont nous avons parlé. Il y a une tension culturelle très intéressante dans beaucoup de sociétés latino-américaines entre 2 valeurs que j'appelle El Presente et El Mañana, le présent et le demain. La culture de El Presente valorise le moment présent, les relations, la joie de vivre, la générosité immédiate. C'est une culture qui a beaucoup de beauté et de sagesse. Elle crée des liens sociaux forts, une capacité à trouver du bonheur dans les petites choses, une générosité qui est souvent absente dans les cultures plus individualistes. Mais elle peut aussi, quand elle n'est pas équilibrée, créer une résistance à la planification à long terme, à l'épargne, à l'investissement différé. La culture de Almagnan, la planification, l'épargne, l'investissement à long terme est souvent associée dans l'imaginaire collectif avec des cultures froides, individualistes, moins humaines. Et voici ce que j'ai observé chez les personnes qui réussissent vraiment à construire de la richesse durable en Amérique latine. Ils ne choisissent pas entre les deux. Ils intègrent les deux. Ils maintiennent la chaleur des relations, la générosité, le sens du moment présent, parce que ces qualités sont précieuses en elles-mêmes et parce qu'elles créent les réseaux et les relations qui sont souvent cruciaux pour la réussite. Mais ils y ajoutent la discipline de la planification à long terme, de l'épargne systématique, de l'investissement patient. Ce n'est pas une trahison culturelle, c'est une synthèse culturelle. Et c'est souvent de ces synthèses que naissent les innovations les plus puissantes. Permettez-moi de vous parler maintenant d'une tendance que j'observe avec beaucoup d'intérêt dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Amérique latine, et qui a des implications importantes pour votre planification à long terme. Le monde est en train de changer, et il change vite. La montée en puissance de la Chine, comme puissance économique mondiale, a fondamentalement modifié la géopolitique globale. Et l'Amérique latine se trouve au cœur de cette transformation. La Chine a massivement investi en Amérique latine au cours des 2 dernières décennies, dans les infrastructures, les ressources naturelles, les ports, les réseaux de communication. Ces investissements ont créé une alternative à la dépendance historique envers les États-Unis et les institutions financières qu'ils contrôlent. Est-ce que ça signifie que la Chine est un partenaire bienveillant qui n'a pas ses propres intérêts à défendre? Absolument pas. La Chine a ses propres stratégies géopolitiques et économiques, et elles ne sont pas nécessairement alignées avec les intérêts à long terme des populations latino-américaines. Mais ce que ça crée, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment pendant la guerre froide. Des options, des alternatives. La possibilité pour les pays d'Amérique latine de jouer des puissances les unes contre les autres pour obtenir de meilleures conditions. Et au niveau individuel, ça crée aussi des opportunités. La croissance du commerce entre l'Amérique latine et l'Asie, la digitalisation de l'économie mondiale, la montée de l'économie créative et de la connaissance, tout ça crée des espaces d'opportunités que les générations précédentes n'avaient pas. La question est,
Êtes-vous en train de vous positionner pour saisir ces opportunités? Ou êtes-vous en train d'attendre que quelqu'un d'autre vous les apporte? Voici quelque chose que j'ai dit des milliers de fois et que je continue à croire profondément. Les opportunités ne disparaissent pas. Elles changent de forme. Et les personnes qui réussissent sont celles qui développent la flexibilité mentale de reconnaître les nouvelles formes que prennent les opportunités, même quand elles ne ressemblent pas à ce qu'elles attendaient. Parlons maintenant de quelque chose qui est au cœur de tout ce dont nous avons discuté. La relation entre la liberté politique et la liberté économique. Il y a un débat qui dure depuis des décennies sur la question de savoir si la démocratie est nécessaire au développement économique. On cite souvent des exemples comme Singapour ou la Chine. Des pays qui ont connu une croissance économique remarquable sans une démocratie libérale complète. Et on utilise ces exemples pour suggérer que la liberté politique n'est pas nécessaire à la prospérité économique. Je pense que cette analyse est incomplète et à terme dangereuse. Voici pourquoi. La croissance économique, sous des régimes autoritaires, est souvent possible à court terme. Parce que les autorités peuvent mobiliser des ressources rapidement, prendre des décisions sans les contraintes du débat démocratique et maintenir une certaine stabilité en supprimant les conflits sociaux. Mais à long terme, les économies les plus dynamiques et les plus innovantes sont celles où les individus ont la liberté de prendre des risques, d'expérimenter, d'échouer et de réessayer, sans craindre que leur propriété soit arbitrairement confisquée ou que leur liberté soit menacée pour avoir pensé différemment. La liberté économique et la liberté politique ne sont pas identiques, mais elles sont profondément liées. Les régimes qui n'ont pas de compte à rendre à leurs citoyens finissent presque toujours par utiliser le pouvoir économique pour consolider le pouvoir politique, au détriment du bien commun. Et pour vous, individuellement, ça signifie quelque chose de très concret. Méfiez-vous des dirigeants qui offrent la prospérité économique en échange de la liberté politique. L'histoire montre que ce marché se retourne presque toujours contre ceux qui l'acceptent. Voici une chose que j'ai apprise de mes années de travail avec des leaders en Amérique latine. Les pays qui ont réussi à construire des économies plus dynamiques et plus équitables sont ceux qui ont réussi à construire simultanément des institutions politiques plus solides et des cultures économiques plus saines. Pas l'un sans l'autre, les deux ensemble. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est la seule voie qui mène à une prospérité durable. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui touche à votre vie quotidienne de façon très directe. Nous avons parlé de grandes structures, de géopolitique, d'histoire. Mais tout ça doit se traduire en actions concrètes dans votre vie de tous les jours. Voici ce que j'appelle les 7 habitudes de l'indépendance financière. Ce ne sont pas des habitudes magiques. Ce sont des comportements simples, cohérents, que les gens qui construisent de la richesse pratiquent systématiquement. La première habitude, c'est de vivre en dessous de vos moyens. Pas en dessous de vos besoins, je ne vous parle pas d'ascétisme, mais en dessous de vos revenus. La différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, c'est votre marge de manœuvre financière. C'est ce qui vous permet d'investir, de prendre des risques calculés et de traverser les périodes difficiles sans catastrophe. La deuxième habitude, c'est d'investir régulièrement, quelles que soient les conditions de marché. Les gens qui essaient de timer le marché, d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut échouent presque systématiquement. Les études montrent que même les professionnels de l'investissement n'arrivent pas à battre le marché de façon cohérente sur le long terme. La stratégie qui fonctionne pour la plupart des gens, c'est l'investissement régulier dans des actifs diversifiés, indépendamment des fluctuations à court terme. La troisième habitude, c'est de continuer à apprendre. L'économie change, les technologies changent, les marchés changent. Les personnes qui restent compétitives et pertinentes sont celles qui s'engagent dans un apprentissage continu tout au long de leur vie. Consacrez au moins 1 heure par jour à apprendre quelque chose qui améliore votre valeur professionnelle ou votre compréhension financière. La quatrième habitude, c'est de construire et d'entretenir des relations de qualité. Je l'ai mentionné plus tôt, mais ça mérite d'être répété. Votre réseau est votre filet de sécurité et votre tremplin. Investissez du temps et de l'énergie dans des relations authentiques avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos ambitions. Ces relations vous ouvriront des portes que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. La cinquième habitude, c'est de prendre soin de votre santé physique et mentale. Je sais que ça peut sembler hors sujet dans une conversation sur l'argent, mais voici la réalité. Votre capacité à travailler, à penser clairement, à prendre de bonnes décisions,
à maintenir des relations de qualité. Tout ça dépend de votre santé. Les personnes qui négligent leur santé pour réussir finissent souvent par payer le prix fort, littéralement et figurativement. La sixième habitude, c'est de définir clairement vos objectifs et de les réviser régulièrement. Vous ne pouvez pas atteindre une destination que vous n'avez pas définie. Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment, pas ce que votre famille veut pour vous, pas ce que la société vous dit de vouloir, mais ce que vous voulez vraiment. Puis définissez un chemin concret pour y arriver avec des jalons mesurables. La septième habitude, c'est d'agir en dépit de la peur. La peur est inévitable quand on prend des risques, quand on sort de sa zone de confort, quand on essaie de construire quelque chose de nouveau. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent à la même place n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à agir malgré elle. J'ai vu des milliers de personnes avoir des idées brillantes, des plans solides, des opportunités réelles, et ne rien faire parce qu'elles attendaient de ne plus avoir peur. Cette attente est infinie. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît pendant et après l'action. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose que j'observe de plus en plus dans mes voyages et dans mon travail avec des entrepreneurs et des professionnels en Amérique latine. Il y a une génération en train d'émerger, des hommes et des femmes dans la vingtaine et la trentaine qui ont quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas, un accès sans précédent à l'information, aux marchés mondiaux et aux outils technologiques qui permettent de créer de la valeur à une échelle qui était impensable il y a 20 ans. Un jeune entrepreneur au Mexique peut aujourd'hui créer une entreprise de logiciels qui vend ses services à des clients aux États-Unis, en Europe et en Asie, depuis son appartement à Mexico City. Une designer au Brésil peut construire une clientèle mondiale sur des plateformes digitales. Un consultant en Argentine peut offrir ses services à des entreprises dans le monde entier via des appels vidéo. Ces possibilités sont réelles. Elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles demandent des compétences, de la discipline et souvent un accès à Internet fiable qui n'est pas universellement disponible. Mais elles existent. Et elles représentent une rupture avec les structures de dépendance économique traditionnelles. Ce que j'observe chez les jeunes qui saisissent ces opportunités, c'est qu'ils ont souvent une chose en commun. Ils ont décidé de ne pas attendre que leur pays change pour commencer à construire leur avenir. Ils travaillent dans le contexte qui existe, avec les outils qui existent, vers les objectifs qu'ils ont définis. Ce n'est pas de la résignation face aux injustices. C'est du pragmatisme au service d'une ambition réelle. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé. Beaucoup de ces jeunes, une fois qu'ils ont construit une certaine indépendance économique, deviennent des agents de changement dans leur communauté. Ils créent des emplois, ils mentorent d'autres jeunes, ils s'engagent dans des causes civiques. Leur réussite individuelle se transforme en impact collectif. C'est le cercle vertueux que j'espère voir se développer de plus en plus en Amérique latine. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat, mais important, la question de l'émigration. Dans le contexte des difficultés économiques que nous avons discutées, l'émigration vers les États-Unis, le Canada, l'Espagne ou d'autres pays développés est une réalité pour des millions de latino-américains. Et c'est une décision que je respecte profondément. C'est une décision personnelle qui implique des sacrifices énormes et qui est souvent motivée par des circonstances très difficiles. Mais je veux vous offrir une perspective que vous n'entendez peut-être pas souvent. Les remises de fonds, l'argent envoyé par les immigrants à leurs familles dans leur pays d'origine, représente une source de revenus considérable pour de nombreux pays d'Amérique latine. Au Mexique, les remises de fonds sont devenues la principale source de revenus en devises étrangères, dépassant même le pétrole. Au Salvador, elles représentent plus de 20% du PIB. D'un côté, c'est une démonstration remarquable de la solidarité familiale et de la résilience humaine. De l'autre, c'est aussi une forme de dépendance économique, une situation où une partie significative de la prospérité d'un pays dépend de l'émigration de sa population active vers d'autres pays, et du point de vue de l'individu qui émigre. Il y a une question importante à se poser. Est-ce que l'émigration est une stratégie de construction de richesse à long terme, ou est-ce une solution à court terme qui résout un problème immédiat mais crée de nouvelles limitations à long terme? La réponse dépend entièrement de comment vous gérez cette transition. Des gens qui émigrent, développent des compétences, économisent, investissent, soit dans leur pays d'adoption, soit dans leur pays d'origine, et construisent un patrimoine solide. D'autres émigrent, travaillent dur, envoient de l'argent à la maison, mais ne construisent pas de patrimoine durable pour eux-mêmes. La différence,
Entre ces deux trajectoires, c'est encore une fois la mentalité et les habitudes. Les mêmes principes dont nous avons parlé tout au long de cette conversation. Permettez-moi de vous parler d'un dernier aspect de cette histoire qui me tient particulièrement à cœur. Il y a un paradoxe au cœur de la relation entre les États-Unis et l'Amérique latine que peu de gens reconnaissent vraiment. D'un côté, les États-Unis ont exercé une influence économique et politique souvent défavorable aux populations latino-américaines, comme nous l'avons discuté. De l'autre, les États-Unis ont aussi été, pour des millions de latino-américains, un espace d'opportunité et de liberté que leur propre pays ne leur offrait pas. La communauté latino-américaine aux États-Unis, qui compte aujourd'hui plus de 60 millions de personnes, a construit quelque chose de remarquable. Des entreprises, des familles, des communautés, des politiciens, des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs qui ont contribué de façon immense à la société américaine. Et ce n'est pas une contribuer de façon immense à la société américaine en Amérique latine. Les deux choses sont vraies simultanément. Les politiques étrangères d'un pays peuvent être injustes et exploitatrices, et en même temps, ce pays peut offrir des opportunités réelles aux individus qui s'y installent. Comprendre cette complexité, refuser les narratives simplistes qui présentent les États-Unis soit comme un bienfaiteur généreux, soit comme un empire malveillant. C'est ça, la pensée mature. Et la pensée mature est la base de la prise de décision stratégique. La réalité est que les États-Unis sont une puissance qui poursuit ses intérêts nationaux, comme toutes les grandes puissances l'ont fait tout au long de l'histoire. Parfois, ces intérêts coïncident avec ceux des populations d'autres pays. Parfois, ils s'y opposent. Votre travail, en tant qu'individu et en tant que citoyen, est de comprendre cette réalité et de vous positionner intelligemment par rapport à elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Je veux vous laisser avec quelques pensées finales qui, j'espère, vont rester avec vous longtemps après la fin de cette conversation. La première pensée, c'est ceci: votre situation n'est pas votre destin. Les structures économiques dans lesquelles vous êtes né, les politiques qui ont façonné votre pays, les crises qui ont marqué votre génération, tout ça influence votre point de départ. Mais votre point de départ ne détermine pas votre destination. J'ai rencontré des gens qui sont partis de rien, vraiment rien, et qui ont construit des vies extraordinaires. Et j'ai rencontré des gens qui avaient tous les avantages de départ imaginables et qui ont gaspillé chaque opportunité. La différence n'était pas dans les circonstances, elle était dans les choix. La deuxième pensée, c'est que la compréhension est un outil, pas une excuse. Comprendre les forces qui ont façonné votre situation est précieux. Ça vous permet de naviguer plus intelligemment. Mais cette compréhension ne doit jamais devenir une raison de ne pas agir. Le système est injuste est une observation. Ce n'est pas une stratégie. La troisième pensée, c'est que la richesse durable est toujours construite sur de la valeur réelle. Les raccourcis, la corruption, la spéculation, irresponsable, les schémas de pyramide peuvent générer des gains à court terme. Mais ils ne construisent pas de richesse durable. La richesse durable vient de la création de valeurs réelles pour les autres. Des produits que les gens veulent, des services qui résolvent des problèmes réels, des compétences qui améliorent les résultats des organisations. La quatrième pensée, c'est que votre communauté est une ressource, pas un fardeau. Dans les cultures individualistes, on parle souvent des obligations familiales et communautaires comme d'un obstacle à la réussite individuelle. Je pense que c'est une vision profondément erronée. Les liens familiaux et communautaires forts peuvent être une source immense de soutien, de ressources, d'opportunités et de résilience. La clé, c'est de construire ces relations sur des bases saines, de la réciprocité, de la responsabilité, du respect mutuel, plutôt que sur des bases parasitaires. La cinquième pensée, c'est que le temps est votre actif le plus précieux. Chaque jour qui passe sans que vous investissiez dans votre développement, sans que vous construisiez vers vos objectifs, est un jour que vous ne récupérerez jamais. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je le dis pour vous rappeler l'urgence tranquille qui devrait animer chacune de vos journées. Vous avez une vie, vous avez un potentiel, vous avez des rêves, même si vous avez peut-être arrêté de les formuler parce que la réalité semblait trop éloignée de ces rêves. Ces rêves méritent d'être poursuivis avec tout ce que vous avez. Permettez-moi de terminer avec une histoire. Il y a quelques années, après une conférence à Bogota, une jeune femme m'a approché. Elle devait avoir 22 ou 23 ans. Elle avait l'air déterminée, mais aussi un peu perdue. Elle m'a dit « Brian, tout ce que vous dites a du sens pour moi, mais par où est-ce que je commence ? Ma famille n'a pas d'argent.
Mon pays traverse une crise. Je ne sais pas comment faire. Je lui ai répondu quelque chose que je veux vous dire à vous aussi. Vous commencez là où vous êtes. Avec ce que vous avez, maintenant, pas quand les conditions seront meilleures, pas quand vous aurez plus d'argent, pas quand votre gouvernement aura changé. Maintenant, vous commencez par décider, vraiment décider, pas juste espérer que votre vie va être différente. Vous commencez par identifier une chose concrète que vous pouvez faire aujourd'hui qui vous rapproche de là où vous voulez être. Vous la faites. Puis vous en identifiez une autre demain. Et vous continuez, jour après jour, avec la discipline tranquille de quelqu'un qui sait que le chemin est long, mais qui sait aussi qu'il mène quelque part. Cette jeune femme à Bogota, je l'ai revue 2 ans plus tard lors d'une autre conférence. Elle avait commencé à économiser 10% de son salaire modeste. Elle avait appris l'anglais. Elle avait lancé une petite activité de freelance en design graphique pour des clients internationaux. Elle n'était pas riche, mais elle était en mouvement. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas là 2 ans avant. La certitude qu'elle construisait quelque chose. Cette certitude, ce sentiment de construire, de progresser, d'être l'auteur de sa propre vie. C'est peut-être la forme de richesse la plus précieuse qui soit. Et elle est accessible à chacun d'entre vous, indépendamment de votre point de départ, indépendamment des structures économiques dans lesquelles vous vivez, indépendamment de l'histoire de votre pays. Vous êtes ici. Vous avez écouté. Vous avez réfléchi. C'est déjà quelque chose. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce qu'en fin de compte, c'est toujours la seule question qui compte vraiment. Merci.